Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de Marcel Proust, du côté de chez Swann, un roman intéressant du XXe siècle. J'ai relevé une problématique qui en est d'ailleurs la suivante. Comment Proust fait-il de la mémoire un moyen de transformer le temps, le monde sensible de l'histoire en une œuvre littéraire, en partant sur 4 axes différents que j'ai pu relever à travers son roman. Le premier concerne la temporalité, une manière de donner une voix au muet. Le deuxième point concerne la corporalité, ses expressions. Le troisième point, le scientifique, le côté rationnel du roman. Et en dernier lieu, en quatrième point, un réseau de correspondance et un flux de la vie sociale. Dans cette temporalité, tout d'abord, on a une manière de donner une voix à ce qui ne peut parler. On pourrait penser à l'Antiquité et la mythification de Balbec, lieu principal où se déroule le roman. Je cite, dans cette baie, dite d'Opale, les plages d'or sont plus douces encore pour être attachées comme de blondes andromèdes à ces terribles rochers des côtes voisines, à ce rivage funèbre, fameux par tant de naufrages, où tous les hivers bien des barques trépassent au péril de la mer. Balbec, la plus antique ossature géologique de notre sol, vraiment Armor, la mer, la fin de la terre, la région maudite qu'Anatole France, un enchanteur que devait lire notre petit ami, ainsi bien peinte sous ces brouillards éternels, comme le véritable pays des Cimériens dans l'Odyssée. On a également une référence ironique du narrateur, qui lui est interne à l'histoire, mais qui reste anonyme. On a un narrateur empereur. Mes promenades de cet automne-là furent d'autant plus agréables que je les faisais après de longues heures passées sur un livre. Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais, mon corps obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions. Les ruines sont d'ailleurs un moment important pour le narrateur d'évoquer les souvenirs. Sur la ruine de tout le reste, à portée sans fléchir, sur le gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Le mérovingien, entre autres, le médiéval. Ceux-ci rappelaient les Upplandes, qui revêtent certaines des figures symboliques de Giotto, dont M. Swann m'avait donné des photographies. Guillaume le Conquérant d'ailleurs mentionné. Le code romanesque est d'ailleurs important. Nous avons un roman policier avant l'heure, enchâssé dans un récit qui, lui, met en avant une contemplation historique. Sa tour, qui avait contemplé Saint-Louis et semblait le voir encore, et s'enfonçant avec sa crypte dans une nuit mérovingienne, où, nous guidant à tâtons sous la voûte obscure et puissamment nervurée, comme la membrane d'une immense chauve-souris de pierre. Théodore et sa sœur nous éclairaient d'une bougie le tombeau de la petite fille de Sigebert, sous lequel une profonde valve, comme la trace d'un fossile, avait été creusée, dit-on, par une lampe de cristal qui, le soir du meurtre de la princesse Franque, s'était détachée d'elle-même des chaînes d'or où elle était suspendue à la place de l'actuelle abside, et, sans que le cristal se brisât, sans que la flamme s'éteignît, s'était enfoncé dans la pierre, il avait fait mollement céder sous elle. Le comique de situation, au sérieux historique de ce qu'il vient de dire, est d'ailleurs relevé par le narrateur au sujet du frère, un jeune frère rustre, grognon et mal vêtu. La flèche gothique, qui domine l'église, et plus loin, M. Swann met en perspective les différentes temporalités, une confrontation entre accessibilité et inaccessibilité, un point d'orgue sur la pierre taillée devenue religieuse. Un jour, qu'Acombray avait parlé de cette plage de Balbec devant M. Swann, afin d'apprendre de lui si c'était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes. Il m'avait répondu, je crois bien que je connais Balbec, l'église de Balbec du XIIe et XIIIe siècle, encore à moitié romane, et peut-être le plus curieux échantillon du gothique normand, et si singulière, on dirait de l'art persan. Et ces lieux qui jusque-là ne m'avaient semblé être de la nature immémoriale, restaient contemporaines des grands phénomènes géologiques, et tout aussi en dehors de l'histoire humaine que l'océan ou la grande ours, avec ses sauvages pêcheurs pour qui, pas plus que pour les baleines, il n'y eut de Moyen-Âge. Ça avait été un grand charme pour moi de les voir tout d'un coup entrer dans la série des siècles, ayant connu l'époque romane, et de savoir que le trèfle gothique était venu nervurer aussi ces rochers sauvages à l'heure voulue, comme ces plantes frêles mais vivaces qui, quand c'est le printemps, étoilent çà et là la neige des pôles. La lanterne magique, la lampe, vient, elle, dévoiler aux yeux du lecteur le récit peint.
Elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisation, de surnaturelles apparitions multicolores où des légendes étaient dépeintes comme un vitrail vacillant et momentané. Monsieur Swan est d'ailleurs totalement à côté de la plaque, et il esquive la question lorsqu'on lui demande quel était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes. Et lui, il répond qu'il fallait justement se diriger vers les églises. Le roman et le gothique, structure architecturale religieuse importante, sont évoqués à maintes reprises. Et dans ce roman, nous avons également une vaste intertextualité, où l'écrivain a le vertige à ceux qui l'ont précédé. George Sand et ses 4 romans champêtres sont mentionnés. Et bien d'autres aussi. Aristote, Virgile, Françoise. Il s'agit aussi d'une manière de réactiver les mythes de l'Antiquité. Les sensations souvenirs, ce sont des synesthésies. On en a une d'ailleurs avec la fameuse Madeleine de Proust, et bien d'autres. Cette fameuse Madeleine qui est servie de thé, et qui est ensuite apportée aux lèvres du personnage. Mais avant tout, il y a le foyer, qui est la vedette du roman, tant de l'espace de vie que le feu. Je faisais quelques pas du prie-dieu, au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appui-tête au crochet, et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux, et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin. Il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûté, les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluée dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste, et fruitée du couvre-lit à fleurs. La corporalité, en deuxième point. Le corps humain, ou même ses expressions, en sont assez fréquents. Et l'instrumenté aussi. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre, des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambre d'hiver où, quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates, un coin de l'oreiller, etc. Ou celui qui a travaillé d'arrache-pied, Giovanni Battista Piranesi. Même à Paris, dans un des quartiers les plus laids de la ville, je sais une fenêtre où on voit après un premier, un second et même un troisième plan fait des toits annoncelés de plusieurs rues, une cloche violette, parfois rougeâtre, parfois aussi dans les plus nobles épreuves, qu'en tire l'atmosphère, d'un noir décanté de cendre, laquelle n'est autre que le dôme Saint-Augustin et qui donne à cette vue de Paris le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi. L'immensité de l'ami aux yeux bleus. Non, reprit-il, expliquant par ses paroles sa propre intonation. Non, je ne les connais pas. Je n'ai jamais voulu. J'ai toujours tenu à sauvegarder ma pleine indépendance. Au fond, je suis une tête jacobine, vous le savez. Ou même pour exprimer un conflit. C'était après dîner, chez les Verdurins, soit que Forcheville, sentant que Sagnette, son beau-frère, n'était pas en faveur chez eux, eût voulu le prendre comme tête de Turc, et briller devant eux à ses dépens, soit qu'il eût été irrité par un mot maladroit que celui-ci venait de lui dire. Et le mystère, qui est d'ailleurs relevé dans ce récit, parfois l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de le ramener, fit tressaillir Swann. Comme si le doux effleurement des mantes des paysannes, entrant à l'église et de leurs doigts timides, prenant de l'eau bénite, pouvait répéter, pendant des siècles, acquérir une force destructive, infléchir la pierre et l'entailler de sillons, comme on trace la roue des carrioles dans la borne contre laquelle elle bute tous les jours. L'index doit de l'autorité, et d'ailleurs rapporté dans ces quelques lignes. Bonne nuit, voisin, ajouta-t-il en nous quittant avec cette brusquerie évasive dont il avait l'habitude, et, se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation. Pas de Balbec avant 50 ans, et encore cela dépend de l'état du cœur, nous cria-t-il. La sensualité est évoquée, et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Un autre, ce ne fut plus sur un mur décoré de fleurs violettes en quenouille, mais sur un fond tout autre, devant le portail d'une cathédrale gothique, que se détacha désormais l'image d'une femme dont je rêvais, ainsi que les sensations, glanées, çà et là. Pour le côté scientifique, en troisième point, le baromètre et divers instruments sont évoqués,
On y parle aussi de la symétrie des jardins, ainsi que de la météo. La pluie réactualise l'une pierre deux coups. Elle réactualise le besoin de rentrer les meubles afin de les protéger, et le toucher évoque la sensibilité de l'osier. La mesure du pied, loin du contre-pied évoqué dans le roman, et de ce qui se trouve de plein pied ou au pied du lit, est également rapportée. Le goût du narrateur à la science est évoqué par son père. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre, car il aimait la météorologie. Ainsi que la symétrie aérienne du jardin est également rapportée plusieurs fois. En quatrième point, un réseau de correspondance et un flux de la vie sociale. Les dialogues dans ce roman s'enlisent dans l'espace. Le poids des mots fait foi. Il y a aussi le regard posé de la perspective. Et le cognac permet aussi de braver les interdits. Si ma grande-tante lui criait « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac !» Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Dans ce roman, il faut compter passer 24 personnages différents. Certains sont simples, réservés, d'autres sont un peu plus excentriques. Certains sont reconnaissables par leur façon de parler, dont leur timbre est assez éloquent et évoquant. Mais le point d'orgue qui figure parmi tout ceci est le narrateur, un narrateur interne à l'histoire. C'est un jeune garçon dont on suit les souvenirs. Il raconte son enfance à Combray, son admiration pour Swann, son amour naissant pour Gilberte et ses premières découvertes du monde. Son nom n'est jamais donné. La grande-tante, vieille parente de la famille du narrateur, elle représente les traditions et les habitudes de la famille à Combray. Monsieur Swann, Charles Swann, est un homme cultivé, riche et amateur d'art. Ami de la famille du narrateur, il tombe passionnément amoureux d'Odette, une relation qui le rend jaloux et malheureux. Madame Swann, non portée par Odette après son mariage avec Swann, elle devient une femme élégante et bien intégrée dans la haute société parisienne. Odette, c'est l'ancienne demi-mondaine. D'abord peu appréciée par Swann, elle devient l'objet de sa passion amoureuse. Leur histoire est racontée dans Amour de Swann. Gilberte est la fille de Swann et d'Odette. Le narrateur en tombe amoureux pendant son adolescence et rêve souvent de la rencontrer. Flora, domestique de la tante Léonie, elle l'aide aux tâches de la maison et participe à la vie quotidienne de Combray. Céline, une des deux tantes âgées du narrateur, avec sa sœur, elle est très attachée aux usages familiaux et à la vie de Combray. L'oncle Octave, mari de la tante Léonie, il est décédé avant les événements principaux du récit, mais son souvenir reste présent. Tante Léonie, tante malade du narrateur, elle passe ses journées alitée, observe tout ce qui se passe dans le village et vit entourée de ses habitudes. Théodore, garçon de café de l'auberge de Combray, il rend aussi de nombreux services à la tante Léonie. Madame Goupy, épicière de Combray, comme beaucoup d'habitants du village, elle fait partie des conversations de la tante Léonie. Madame Sazera, bourgeoise de Combray, elle appartient au cercle des connaissances de la famille du narrateur. Madame Sauton, habitante de Combray, souvent évoquée dans les conversations des habitants. Madame Bouilleboeuf, amie de la famille, connue pour ses visites et sa place dans la société de Combray. Bergotte, écrivain célèbre admiré par le narrateur. Son œuvre nourrit la sensibilité artistique du jeune héros. Mademoiselle Vinteuil, fille de Monsieur Vinteuil, après la mort de son père, son comportement est présenté comme scandaleux, notamment dans une scène observée par le narrateur. Madame Amédée, habitante de Combray, faisant partie des relations de la famille et des connaissances du village. Le Grandin, voisin de la famille, ingénieur cultivé, il affiche du mépris pour le snobisme, tout en cherchant lui-même à fréquenter les milieux aristocratiques. Le docteur Percepied, médecin de Combray, il soigne les habitants, notamment la tante Léonie. Monsieur Vinteuil, ancien professeur de piano, homme discret et respectable, très attaché à sa fille. Il souffre de sa mauvaise réputation. La grand-mère du narrateur, femme cultivée, généreuse et sensible, elle encourage son petit-fils à aimer la littérature, la nature et les arts. Elle est l'un des personnages les plus affectueux du roman. Monsieur Vinteuil est d'ailleurs très important dans ce roman. Il a d'ailleurs une fille, Omas. Et sur ces dernières paroles, je vous remercie de votre écoute. La vocation littéraire est d'ailleurs le sujet principal de ce roman.